Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! 490 avant Jésus-Christ. Le très puissant empire perse est en pleine expansion. Après avoir conquis la Thrace et soumis le royaume de Macédoine, son regard se porte sur les cités-États grecques. Nombreuses cités ont reçu les ambassadeurs perses du roi Darius, demandant leur soumission et s'y sont pliées. Mais il en fut certaines qui résistèrent, parmi lesquelles Athènes et Sparte, qui mirent à mort les émissaires perses et s'allièrent contre l'envahisseur. L'empire perse rassembla alors une immense armée, parmi les plus grandes qui ait jamais foulé cette terre, pour écraser les Grecs insoumis. 600 trières transportant 200 000 hommes traversèrent la mer Égée pour débarquer sur la grande plage bordant la plaine de Marathon, à 38 km d'Athènes. Athènes rassemble son armée pour bloquer les sorties de la plaine de Marathon et ainsi bloquer l'avancée perse. Aux 9000 hoplites d'Athènes se joignent 1000 hoplites platéens. En parallèle, Phidippides, un coureur messager, est envoyé demander des renforts à Sparte. Cependant, les Spartiates ne pourront pas arriver avant plusieurs jours. Athènes et Platée, fort de 10 000 soldats, devront faire face seuls. L'immense armée du roi Darius se déverse sur la plage, établissant leur camp sur plusieurs kilomètres. En infériorité numérique, les Grecs ont pris des positions défensives sur les hauteurs. Lancer un assaut sur les forces perses serait risqué, et chaque jour qui passe rapproche le jour où arriveront les renforts spartiates. 5 jours passent sans que l'armée perse ne lance l'assaut. Mais pourquoi n'attaque-t-il pas? En réalité, la stratégie perse consiste à bloquer les forces athéniennes à Marathon, tandis que la moitié des Perses rembarqueraient sur les navires pour contourner les Grecs et attaquer Athènes, laissée sans défense. Au matin du 5e jour, les Grecs remarquent que la cavalerie perse a disparu et que certains navires reprennent la mer. Les Athéniens comprennent alors la stratégie des Perses. Le temps joue contre eux désormais. Les deux armées sont alors situées à 1500 mètres l'une de l'autre, et les hoplites athéniens et platéens forment les phalanges et se mettent en position de combat. Il est crucial pour les Grecs, en infériorité numérique, de ne pas se faire déborder. Il est donc impératif d'élargir la ligne de front et de renforcer les flancs afin de faire reculer les ailes ennemies et envelopper le centre de l'armée perse où se trouvent les meilleures troupes, les immortels. L'hoplite grec est un soldat lourd, protégé d'un casque, un bouclier, une cuirasse et des jambières en airain, auxquelles s'ajoutent une épée et une longue lance, ce qui lui confère un avantage sur la plupart des soldats perses, équipés de boucliers en osier et de lances courtes. Cependant, l'armée perse est composée en grande partie d'archers. C'est pourquoi, pour la première fois, les Grecs entament une marche rapide en formation serrée avant d'accélérer en une charge à pleine vitesse sur les derniers 100 mètres afin de subir le moins longtemps possible le déluge de flèches de l'armée perse. Surpris et habitués à ce que leurs ennemis fuient devant eux plutôt qu'ils ne lancent l'assaut, les Perses prennent cette charge pour un acte de folie, une ultime charge qui se brisera sur la plus grande armée du monde. Les 10 000 hoplites grecs, protégés de leur armure et boucliers, traversent sans encombre les volées de flèches perses et arrivent à pleine vitesse sur les lignes ennemies. Le choc de la phalange grecque est dévastateur. Les hoplites étant tous au contact épaule contre épaule, il faut considérer la masse totale de la phalange et son énergie cinétique, car elle arrive au pas de course. L'énergie cumulée par la phalange est telle que l'impact renverse les lignes ennemies. Les Perses qui chutent sont piétinés puis achevés par les lignes arrière de la phalange grecque. Les Perses n'ont ni véritable armure ni véritable bouclier. Ils n'ont pratiquement que leur peau à opposer au blindage grec et pas grand-chose qui puisse pénétrer le mur de bouclier. Ainsi, les flancs de l'armée perse sont rapidement enfoncés et mis en déroute. Le centre résiste mieux car il est composé des troupes d'élite de l'Empire perse, les immortels, qui parviennent même à enfoncer les lignes grecques à leur tour, jusqu'à ce que les taux grecs se referment sur eux. L'armée perse est alors en débandade et tente de rembarquer sur les navires. Les hoplites grecs rompent la formation et poursuivent leurs ennemis, les massacrant jusque dans l'eau et sur les bateaux. Dans la confusion, les Grecs perdent plus d'hommes qu'au moment du choc entre les deux armées. Les Athéniens réussissent à capturer 7 navires perses, tandis que les autres parviennent à s'enfuir.
Une partie de l'armée perse, ne sachant pas nager, se noie en fuyant. La victoire est totale. Un peu plus de 200 Grecs sont bravement tombés, tandis que plus de 6000 Perses sont morts ou portés disparus. Cependant, le temps joue contre les Grecs et la moitié des forces perses ayant repris plus tôt la mer pour attaquer Athènes laissée sans défense, naviguent toujours vers Phalère, où ils espèrent débarquer. Avec une bataille dans les jambes, l'armée grecque se met en marche. Une marche forcée de 7 ou 8 heures en espérant arriver avant la flotte perse. Lorsque la flotte perse arrive près des côtes de Phalère, la stupeur les saisit. Les hoplites grecs sont là. En position de combat, les armes encore maculées du sang de leurs ennemis. Voyant l'échec de la manœuvre, les Perses renoncent à débarquer, marquant ainsi la fin de la première guerre médique. Quelques jours plus tard, les 2000 hoplites spartiates arrivent et ne peuvent que constater la victoire des Athéniens et Platéens, qui se sont battus avec un courage et une détermination forçant l'admiration. Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.